Propose de prendre place pour la table ronde animée par Catherine Barba. Une table ronde où elle nous a concocté un beau programme plein d'élégance, mais surtout plein de croissance. Place donc aux entreprises successful et au succès e-business. On va retrouver Anne-Laure Constanza, fondatrice d'Envie de Fraise, Agathe Molinard, fondatrice de Lemon Curve, et Julien-Henri Maurice, directeur marketing de Bazar Chic. On les accueille sous vos applaudissements. Merci Thomas. Bonjour à tous, ça va bien? Tout le monde est bien installé? On m'a dit qu'il n'y avait pas que des Français dans la salle. Il y a des gens qui ont des traducteurs. Il y a des Espagnols. J'ai vu sur Twitter qu'on parlait espagnol pour annoncer la journée, non? Bon. Toca la guitarra, Manuel. N'importe quoi. On est ici, merci d'être là pour parler de la croissance e-commerce. Croissance e-commerce, mais moi j'ai surtout envie de vous parler de rentabilité. Parce que ce qui compte, c'est pas tellement de grandir, c'est de durer. Et pour ça, d'être rentable. Je crois qu'il y a 160 000 sites e-commerce aujourd'hui, rien qu'en France. La croissance de 2014 à 2015 a été de, 12-14%. Mais si vous regardez les 40 premiers sites, mais c'est que de 2-4% de croissance. Dans le tourisme, c'est même moins 2. Donc, on sait, la rentabilité, elle est étroite comme un cure-dent. Pourtant, il y a des acteurs qui sont des exemples de croissance, qui sont là, un beau plateau, pour venir nous parler de leurs expériences, qui j'espère vous inspireront. L'idée, c'est ça, c'est qu'on vous donne des idées, des choses très concrètes que vous pourrez mettre en place, vous. Alors moi, il y a 4 thèmes que je voulais aborder avec vous ce matin. Ça vous va, 4 thèmes? On est bien jusque-là? Les 4 thèmes, c'est d'abord, on va parler des étapes de croissance d'un site e-commerce, une boutique e-commerce. C'est quoi les grandes étapes? Et pas à chaque fois, qu'est-ce qui est clé à chaque étape? Et puis après, on va parler des piliers de la croissance et de la rentabilité. Les piliers humains, les piliers stratégiques et les piliers économiques. Ça vous va, on attaque? Alors, la première chose, c'était les étapes. Les étapes de la croissance. Moi, en préparant la table ronde, je pensais à Litchi. Vous connaissez tous Litchi, les cagnottes. J'ai la chance d'être administrateur. Et en repensant à Litchi, je me disais, tiens, cette société, elle a eu 3 grandes étapes, en fait, dans la croissance. La première, c'était la création, qui a duré à peu près 6 mois. Et là, l'enjeu, c'était le dev. La clé, c'était de trouver l'argent pour payer un développeur, évidemment. On était en sous-effectif, ils étaient en sous-effectif. J'imagine que vous avez connu ça aussi. On est Shiva au début d'un site, on fait tout. Et je me dis ça, le nerf de la guerre, là, c'était de l'argent pour payer les devs. Après, il y a eu l'étape qui a duré à peu près 1 an du lancement de Litchi. Et là, la clé, c'était de trouver de l'argent non seulement pour les salaires, qui restent quand même très importants, mais aussi du marketing pour l'acquisition payante. Puis après, la 3e phase, qui est la phase d'accélération, là, c'est la levée de fonds qui arrive. Ah, ça fait du bien. Et avec cet argent, nouveau élément très important dont on va parler, c'est la marque. Construire la marque pour vraiment augmenter le rayonnement de sa boutique e-commerce. La chance de Litchi, c'est qu'il n'y a pas la problématique que vous avez malheureusement, qui est celle de la logistique. Ah, ils n'ont rien à livrer et vous, ça vient en plus. Alors, j'ai assez parlé. Premier sujet, je vous invite chacun à partager sur ce sujet des grandes étapes de création, des grandes étapes de votre site. Comment on fait avec les micros? C'est bon? Agathe, peut-être? Bonjour à tous. Donc moi, je suis Anne-Laure Constanza. J'ai créé la marque Envie de Fraise, qui est une marque de mode destinée aux femmes enceintes et qui a la particularité d'être une marque de mode digitale. On a été la première marque en France à s'être créée et développée sur Internet. Donc comme l'offre en 2006 pour les femmes enceintes n'existait pas ou était quasiment inexistante, j'ai eu l'envie de créer une marque forte et surtout j'avais la conviction que dans un univers de niche où il n'y a pas vraiment de marque forte, j'avais la conviction que le produit était plus important que la marque. Donc très vite, on a tout misé sur le produit avec un, je sais pas si on m'entend, avec un focus sur cette idée que c'est le produit qui doit faire le marketing et non le marketing qui tire les ventes. Donc on a eu 3 étapes clés. La première, entre les années 2006 et 2008, donc de la naissance au premier pas.
Donc le défi là, c'était de prouver qu'il y avait un marché et de prouver que le modèle full digital était viable. Moi, j'ai démarré avec 30 000 euros. Donc 30 000 euros, c'est beaucoup et en même temps, c'est rien du tout. J'ai démarré dans mon salon. Et alors là, tu parlais de Shiva Catherine et c'était vraiment ça. J'étais à la fois styliste, sourceuse, webmarketeuse, mais vraiment avec cette idée de créer une offre unique, rendre la marque unique pour être perçue différemment par les clientes. Voilà, donc ça c'était la première étape, la première étape clé. Après les années 2008-2013, je les appellerais les années folles. Les années de super croissance et les premières erreurs aussi. Là, le défi, c'était devenir leader en France. Et ma priorité, c'est de construire une marque forte et désirable. Donc, tout un tas de choses, c'est-à-dire construire une marque forte avec un savoir-faire unique, de création de marque sur le net. Construire des barrières élevées, des barrières à l'entrée élevées. C'était l'année des premières levées de fonds, des premiers millions d'euros de chiffre d'affaires, des premières erreurs aussi. On a eu quelques passages difficiles. On s'est lancé dans la puériculture. Quand on est entrepreneur, on a souvent plein d'opportunités de business et il faut savoir résister. Donc on s'est lancé dans la puériculture et plus récemment en 2012 dans les grandes tailles. Et donc j'ai énormément appris de ces erreurs et surtout je me suis dit que ce qui était extrêmement important, surtout dans le e-commerce, c'est de rester hyper focus. Voilà, donc ça c'est la troisième étape en fait qui est venue après, qui est venue à partir de 2014. J'appellerais cette étape l'enracinement dynamique. Aujourd'hui la marque est référente, la marque est ancrée. On a expédié 500 000 pièces l'année dernière. On ouvre 40 points de vente au UK en septembre. On vient de créer une filiale en Espagne. On fait plus 50% de croissance sur les premiers mois de l'année. Et l'enracinement dynamique, ça nous pousse aussi à se dire que, OK, tout va bien, tout va super bien, on est rentable, mais il faut aller plus loin. Il faut se mettre aussi en risque. Attention à ne pas se laisser aller. Il faut continuer à innover pour la marque, pour les équipes, parce que les meilleurs partiront ailleurs sinon, et continuer à voir loin. Voilà. Bonjour, donc je suis Agathe Molinard, j'ai fondé lemoncurve.com. Nous sommes le premier distributeur de lingerie féminine et de maillots de bain sur Internet. J'ai lancé Lemoncurve en 2011. Moi, je vois 4 étapes. Enfin, on entre tout juste dans la 4e, en fait. Donc, la première étape, c'est effectivement la création. C'est une étape très opérationnelle, très concrète. Je parlais plus fort. Une étape très opérationnelle et très concrète. J'ai décidé de lancer Lemoncurve en mai 2011. On l'a lancé en octobre. Donc, on a eu 5 mois pour développer le site Internet, trouver un partenaire logistique et mettre en place la logistique. Signer 25 marques. Aujourd'hui, on en a 90, mais on a lancé avec 25 marques. Donc, convaincre des marques, créer les fiches produits, tout faire en fait. Sachant que je n'y connaissais absolument rien, ni à la lingerie, ni au web. Donc, il faut apprendre en fait en marchant. La lingerie, j'ai appris aux côtés des marques. Le web, je me suis entourée pour éviter des erreurs et aller un petit peu plus vite. Cette première étape de création, c'est des nuits entières passées à faire des fiches produits, c'est des shootings faits dans le salon, enfin chez moi, quoi. Donc les premières photos cabines ont été faites vraiment de manière très très artisanale, on va dire. Ensuite, il y a une deuxième étape au lancement du site. L'objectif, c'est de prouver le concept, c'est de prouver qu'en fait cette idée qu'on a eue, elle fonctionne. Et là, il s'agit alors moi je me suis concentrée sur l'offre dans un premier temps, élargir le catalogue, puisque j'ai le sentiment que l'offre drivait le business, donc il fallait avoir du choix. Et commencer à faire un petit peu de marketing pour voir, en fait, quand on dépense 1 euro, ce qui se passe derrière, et puis pouvoir montrer potentiellement à un investisseur qu'en fait, il y a des choses intéressantes qui se passent. Troisième étape, c'était la levée, une levée qui nous a permis d'enclencher vraiment le marketing, d'embaucher un petit peu et d'accélérer le développement. J'ai levé 1 million d'euros en août 2012, donc 10 mois après le lancement, auprès du CMCIC. Je me suis, donc à ce moment-là, j'en ai profité d'ailleurs pour faire entrer
j'allais dire business angel, non, pas au sens financier, mais en tout cas mes parrains au capital pour pouvoir les garder à mes côtés, parce que j'avais bien compris que c'était très important d'être entourée. Et cette levée de fonds, donc, elle m'a permis vraiment d'enclencher les choses, d'aller faire de l'acquisition. Et c'est vraiment une étape qui est très importante, puisque avant d'aller chercher la fidélité qui est aujourd'hui, enfin la rentabilité via la fidélité qui est aujourd'hui ma 4e étape, il a fallu tester et faire cette acquisition client. Donc c'est vraiment une étape test and learn. On met un peu de budget sur du marketing, on ouvre d'autres marques. Enfin on apprend quoi. Et donc 4e étape dans laquelle on est aujourd'hui, c'est l'optimisation, c'est travailler la fidélité de cette base client acquise, puis continuer évidemment en fil rouge l'acquisition et commencer à travailler la notoriété qui permet elle aussi cette fidélité et donc la rentabilité. Super, merci. C'est difficile de prendre la parole après elle, hein, les deux là. Bonne chance. Bonjour à toutes et à Julien tous. Moi, je m'appelle Julien Henry, je suis le directeur marketing de Bazar Chic. Bazar Chic, c'est le leader français de la vente privée haut de gamme. Ça a été créé il y a 9 ans. Aujourd'hui, ça représente un volume de 100 millions de chiffre d'affaires, présent en France, Benelux, Luxembourg. Les phases qu'il y a eu et qu'on m'a raconté, parce que moi j'étais pas là au tout début, ça a été clairement le dev. Ça a duré 3 mois, c'était assez rapide, en avril 2006. Le lancement a eu lieu pour les soldes, en solde 2006, donc ça va faire 9 ans dans 15 jours. Donc la première phase c'était ça, en effet Shiva, très opérationnel, très artisanal, pas d'automatisation. Le choix des prestataires, en effet, logistique, hyper important. Le sourcing, les marques et faire la preuve, tout ce qui a été dit. Moi, je vois d'autres phases qui ont été importantes. C'est en effet pendant 3 ans sur fonds propres uniquement de la France et le proof of concept. Ensuite, en 2009, le levée de fonds. Ça a permis de pouvoir accélérer, de pouvoir automatiser, notamment la supply chain, la logistique. Ça a permis de commencer à faire du marketing. Donc, il n'y a pas eu de marketing au début, vraiment. Ça a permis de pouvoir se différencier sur l'offre également. Parce que, par exemple, chez Bazar Chic, les frais de port sont uniques, ce qui était assez innovant à l'époque par rapport à nos concurrents que sont Vente Privée et Showroom Privé. Puisque quand on achète chez Vente Privée, pour l'exemple, il faut payer à chaque fois que l'on achète dans une vente. Chez nous, depuis le début, on peut acheter dans plusieurs ventes et payer qu'une seule fois. Et pas le prix n'est pas multiplié par 3. Donc c'est vraiment ce qui a fait une sacrée différence en termes de taux de conversion et de qualité du contenant, ce que j'appelle donc des applicatifs. Ensuite, il y a eu la phase il y a 3 ans d'un gros plan de développement, donc la diversification chez nous, puisque Bazar Chic à la base c'est de la mode féminine, assez tendance parisienne, etc. Est venu l'homme qui aujourd'hui représente 35% du volume du fashion chez nous. Donc c'était important parce que les hommes que nous sommes sont moins volatiles, en tout cas en termes de consommateurs, donc plus fidèles. Donc c'est intéressant commercialement. Le voyage également, on a lancé une filiale voyage qui s'appelle My Travel Chic depuis 3 ans. La décoration, qui est une croissance à 35%, donc c'est un gros vertical chez nous. Également le kids, l'enfant, qu'on ne faisait pas. Donc on a vraiment diversifié. C'était également la période justement en se diversifiant de le faire savoir, donc de faire du marketing offline, ce qui est une grosse tendance pour les pure players. Donc campagne télé pour installer la marque. Et puis aujourd'hui, on est dans une logique qui serait la prochaine étape, c'est l'international, pour ne pas être dépendant uniquement quand la France va mal, d'aller mal ou un peu moins bien, et que quand ça va bien en France, on va mieux. Donc de pouvoir être un peu plus scalable au niveau européen. Donc ça, c'est l'étape. Et il y a une étape que j'ai oubliée, ça a été le mobile, qui a été différenciant également dans les différences. Le mobile chez nous, ça date d'il y a 6 ans. Donc on est première application mobile dans notre secteur, août 2009. Et ça, c'était également un gros changement en termes d'offres et de dev. Merci. Moi, ce que je retiens de ce premier témoignage de vous trois, c'est qu'on commence en étant tout petit, évidemment, et qu'on est Shiva. C'est normal. Hein, si c'est ce que vous vivez aujourd'hui, c'est normal. Et qu'à chacune des étapes, il faut rester extrêmement focus. Ça, c'est aussi un bon enseignement que j'ai retenu. On va passer au thème suivant, c'est les piliers humains de la croissance. Parce que finalement, c'est quand même un état d'esprit, avant toute chose. J'ai bien aimé ce que disait Agathe. Moi, je me suis lancée dans la lingerie en ligne. Je connaissais rien à Internet, je connaissais rien à la lingerie. Bon, c'est plutôt encourageant, ça. Je me dis, mais t'avais quand même des qualités, une disposition qui fait que ton entreprise, elle tient, elle dure. Et moi, j'aimerais que vous me disiez chacun peut-être
une, deux ou trois qualités humaines de vous, des dirigeants et des collaborateurs que vous recrutez qui vous paraissent indispensables pour assurer la croissance. Ça serait quoi, Agathe? Tu dirais quoi? Alors, je ne sais pas si c'est une qualité humaine, mais je pense que la première chose, le plus important à garder en tête, c'est que nous sommes des commerçants. On est des e-commerçants, mais on est des commerçants, donc il faut être... Nous, on est vraiment tourné vers le client. Donc, voilà, le client. Donc, je demande à mes équipes d'être toujours client focus pour vraiment choisir les produits en fonction de ses attentes clients, travailler le marketing également. Enfin, tout est vraiment tourné vers le client. Ensuite, je pense très important également de savoir tester et se remettre en question, faire évoluer un petit peu les choses en fonction des résultats qu'on a de ces tests. Est-ce que vous avez testé, par exemple? Donne-moi des exemples de choses que vous testez au quotidien. Je pense au marketing, par exemple. On met un petit budget sur un segment, on voit ce que ça va donner, sur un canal, on voit ce que ça va donner, on en tire des conclusions et surtout, on n'hésite pas à dire quand on s'est planté qu'il faut soit le faire mieux, autrement et mieux, soit arrêter, passer à autre chose parce que ça n'est potentiellement pas adapté à notre business. Ouais. Tester aussi, tout à l'heure, Anne-Laure parlait d'offres, mais ça peut être tester l'arrivée de nouvelles marques chez nous, se dire qu'il est peut-être intéressant de se positionner sur des marques petit prix, jeunes, mais qu'en fait, on se rend compte que non, notre cible est notre cible a entre 30 et 50 ans et que le petit prix jeune, en fait, ça ne fonctionne pas chez nous. Ça veut dire qu'il faut beaucoup se tromper avant de trouver le chemin de la croissance, c'est ça que vous nous dites? On se trompe forcément, on essaie d'éviter ces erreurs-là, mais il faut surtout apprendre de ces erreurs. Ouais. D'accord, donc je retiens culture client, empathie et puis culture du test. D'accord. Anne-Laure, tu dirais quoi? Alors moi, j'ai envie de parler d'agilité. Alors, ce qui est génial sur le web, c'est qu'on est avec cette idée, avec cette idée que tout peut s'arrêter demain. Hein, rien n'est acquis. Et chez Envie de Fraise, on a une profonde culture d'agilité. Ça vient aussi de la fugacité de notre cible. On a très peu de temps pour capter nos clientes qui sont enceintes très peu de temps. Donc, elles commencent à arriver chez nous enceintes de 3-4 mois et elles arrêtent d'acheter enceintes de 7 mois. Donc, dans ce laps de temps très court, il faut qu'on soit efficace et agile. Et donc, c'est cette notion d'agilité qui pousse à prendre des risques, à être audacieux et à innover. Et donc, être agile, ça veut dire décider vite. C'est décider, mais décider vite. Donc, il faut recruter des gens qui sont capables de prendre des décisions rapidement et encourager l'action. Nous, on est très, très focus sur l'action. Un changement de fournisseur, une nouvelle fonctionnalité sur le site, ça doit pas prendre 3 mois, ça doit se décider en 1 heure. C'est plein de petites choses comme ça qui font que... Pour ça que tu es sur PrestaShop d'ailleurs. Très vite, hein, exactement. Ça vite. Vive PrestaShop. Bruno, t'as vu, je l'ai dit. Et la notion de test and learn aussi, c'est quelque chose qu'on a en permanence, nous, dans nos équipes, que ce soit sur les produits, on va tester des imprimés. Et quand on est agile, on peut tester plein de choses et les tuer très vite si ça ne marche pas. Hein, une entreprise qui est lente n'innove jamais. D'accord. Donc là, l'agilité, c'est quelque chose de très fort chez nous. Et j'ai aussi envie de parler d'amour. Nous, on crée des vêtements pour les femmes enceintes. C'est bien ça comme créer, c'est quelque chose d'unique. On n'achète pas des vêtements quand on est enceinte. C'est pas un achat anodin. C'est comme acheter une robe de mariée. C'est quelque chose de très particulier. Donc, à tous les niveaux de l'entreprise, on essaye de donner de l'amour pour qu'elles reçoivent cet amour et qu'elles reviennent et qu'elles en parlent autour d'elles. Et donc la notion d'amour, elle est vraiment présente. Et cette notion de cœur à l'ouvrage aussi est présente à tous les stades de la société, depuis la création du produit, service client, mais aussi quand on crée une fonctionnalité. On est très focus sur le test. Voilà, donc agilité et amour. Agilité, amour. À toi? Moi, quand je recrute, la première chose que je regarde, c'est la passion. Non bizarrement, quand quelqu'un rentre et vient chez Bazar Chic dans mon équipe, s'il est passionné, il va apprendre 3 fois plus vite. Donc pour moi, en tant que manager, c'est super. Ça veut dire que tu peux recruter quelqu'un qui connaît rien à la mode et à Internet? Non, mais Oui, parce que typiquement, moi, quand je suis arrivé en entretien auprès de mon patron, j'étais pas inscrit au site. J'ai fait exprès. J'étais pas client avant d'arriver chez Bazar Chic de la vente privée. Donc j'étais un peu un ovni pour lui. Et en fait, il a adoré. Voilà, j'étais pas en mode Bazar Chic, c'est génial, j'adore les gars. Non, pas du tout. Donc la passion, clairement le pragmatisme, comme on disait, faut aller vite. C'est cette passion qui fait qu'on aime ou pas l'internet.
C'est-à-dire qu'on peut tout vérifier dès le lendemain, savoir si, ou même quelques heures après, si on s'est planté. Donc, c'est cette agilité. Et il faut rester agile, même quand on est 280 chez Bazar Chic. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté ancré. En effet, même si on est nombreux maintenant et qu'on a structuré les choses, il y a des choses qui peuvent sortir, qui ont été faites hier, voilà, qui n'étaient pas prévues. Enfin, on a une logique un peu, moi, ce que j'ai remis en interne, c'est une logique agence, pas annonceur uniquement. C'est-à-dire qu'on reste agile, qu'on reste polyvalent et qu'on reste hyper focus. D'accord, c'est intéressant. Vous m'avez pas parlé du mot d'analytique. Moi, j'ai l'impression qu'il faut avoir des esprits qui sont... C'est bien de tester, mais si tout se teste, tout se mesure, ça aussi, c'est une qualité qui va de soi, non? Mais que vous allez chercher dans les équipes. C'est une qualité qui va de soi. C'est vrai que c'est un peu le mouton à 5 pattes, le fameux. C'est pas facile de recruter des profils de plus en plus techniques dans le marketing, notamment. L'analytique, c'est partout. Faut pas non plus crouler sur les KPI, parce qu'il y a un moment où il y en a trop le KPI et tout le KPI. Il y en a des clés et il faut donner les bons réflexes. Moi, c'est ce que je fais auprès des équipes. Et en général, c'est surtout moi qui suis le garant. Et après, évidemment, je forme. Combien de temps vous passez chacun à regarder les chiffres comme le lait sur le feu tous les jours, en vrai? C'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien? C'est comme une discipline, comme le sport, tous les matins, là, pour être transparent, j'ai sur mon smartphone, là, j'ai des alertes de chiffre d'affaires heure par heure, qui on ma poche toutes les heures. Ça va, ça se passe bien? Ah là, aujourd'hui, le chiffre est super. On a une grande vie compte Arthur, donc on cartonne. Télécharger l'application. On a vraiment toutes les heures le year to year, le prévisionnel de la journée, etc. Donc c'est hyper précis. Donc ça, c'est toutes les heures, les sur le feu en effet. Moi, tous les matins, quand je regarde si les newsletters sont bien arrivés, la délivrabilité. Je regarde les funnels de conversion. Est-ce que j'ai des abandonnistes? Je regarde les nombres de recrutés parce qu'on est un site fermé, donc il faut faire du lead. Je regarde le panier moyen. Je regarde notamment le potentiel des ventes et après on voit le nice to have si on peut faire du marketing en plus pour aider et booster les choses encore. Bon. J'ai une question dans les profils difficiles à recruter parce que c'est les gens qui font les boîtes, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que c'est bon, à part les développeurs, c'est difficile? Ou est-ce que vous avez du mal à trouver des talents? Est-ce que moi je pense à la relation client, on n'en a pas encore parlé mais qui est extrêmement importante. Je pense à la rédaction. C'est tellement important la façon, le ton qu'on met dans un site. C'est pas simplement un catalogue produit. Hein. Moi, je suis étonnée de voir la pauvreté de ton de beaucoup de sites. C'est ennuyeux, en fait. Et on n'a pas le droit d'être ennuyeux, je trouve, quand on fait de l'e-commerce. Comment vous faites pour recruter ces profils-là? C'est difficile ou pas? On laisse un peu les filles, hein? Non. Allez, place aux filles. Alors, tu parlais de la relation client. Effectivement, la relation client, c'est un vrai métier, c'est une vocation. Répondre toute la journée par téléphone... Il faut vraiment, nous on a mis vraiment du temps à recruter la bonne personne, la responsable du service client, qui justement transmet cet amour à nos clientes, est super efficace. Donc ça c'est vraiment une vocation. Je pense que c'est assez compliqué. D'ailleurs, on recrute en ce moment et c'est compliqué. Maintenant, nous on recrute aussi beaucoup suite à des stages de longue durée. On les forme à notre savoir-faire, à notre culture d'entreprise. À nos valeurs, exactement. Voilà. Moi, je rejoins ce qui a été dit sur la passion. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des profils difficiles à recruter sur la partie technique. J'ai eu beaucoup de mal à recruter la première personne sur le marketing parce que je ne savais pas exactement de quel profil j'avais besoin. Ça, c'est une difficulté qu'on a au début. On a besoin de quelqu'un qui aujourd'hui sache tout faire, mais qui demain se spécialise peut-être. C'était pas évident de trouver la bonne personne pour ça. Et après, je pense qu'effectivement, que ce soit aux achats, au service client, il faut des gens qui ont envie de travailler. Moi, je recrute des gens qui ont envie de travailler chez Lemon Curve et qui sont prêts à beaucoup apprendre et passionnés par leur métier. D'accord. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs de recrutement sur justement ce critère de passion. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais plus. Justement suite à ces erreurs, et je préfère recruter quelqu'un aujourd'hui pour ses compétences. La passion, elle vient et elle viendra que pour la passion. Il y a débat alors, passion ou compétences. Quand je parlais de passion, je parlais de passion du digital, pas passion de la mode. Moi, pour être totalement honnête, c'est même le contraire. C'est-à-dire que une nana qui arriverait en entretien et qui me dirait je suis hyper looké, j'adore la mode, donc je travaille chez Bazar Chic, limite c'est out. C'est pas ce que j'ai besoin, surtout pas en web marketing, etc.
Analytics, pas un pragmatisme, critère passion. Je dis passion du discriminant. digital, c'est quelqu'un qui vient pas là le matin par hasard parce qu'il y a de la lumière. C'est passion de vouloir bien faire et d'être sur le D'accord. CRM, sur l'acquisition, sur la relation client, mais vraiment comme Ok, ça. D'accord. Bon, Sur alors le métier. le message moi que je retiens de ce point-là, c'est soigner le recrutement de vos collaborateurs. C'est tellement clé, quoi. Hein. Ils coûtent peut-être cher. Certainement, hein, les bons coûtent plus cher, mais c'est tellement important, le casting, avec de l'analytique, de l'approche centrée consommateur, de la culture du test. Bon, on passe au pilier suivant. Moi, j'appelle ça les piliers stratégiques, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle pas toujours quand on va parler de croissance e-commerce ou de rentabilité, mais quand même, ça, c'est quelque chose que j'ai appris chez Vente Privée, tu sais, qui avait racheté ma dernière société. J'ai retenu une chose, c'est que c'est l'offre qui fait les ventes. C'est quand même l'offre qui fait les ventes. On pourra avoir des personnes extrêmement compétentes, le meilleur marketing, beaucoup communiquer en médias. Si on n'a pas la bonne proposition de valeur, c'est sûr que ça marchera pas. Je vous apprends rien. Et moi, je trouve que c'est une grande difficulté aujourd'hui pour nous ici. Hein, c'est quel que soit le site qu'on va lancer ou qu'on lance ou qu'on développe. Qu'est-ce que c'est difficile d'être distinctif? Qu'est-ce qui va faire la différence? Moi, quand je rencontre un site e-commerce, je dis, est-ce que tu peux me dire en 8 secondes qu'est-ce qui est unique chez toi? Qu'est-ce qu'on trouve chez toi que je ne trouverai nulle part ailleurs? En fait, qu'est-ce qui est percutant et distinctif chez toi? Parce que sinon, si c'est pas ton offre, et aujourd'hui, par quoi on se distingue? J'aimerais qu'on parle de l'offre. Alors, Parce que j'ai le micro. Moi, j'ai créé Envie de Fraise justement parce qu'il n'y avait pas d'offre. Je ne jugeais que l'offre existante, qui était soit peu valorisante ou chère, n'était pas adaptée à la femme enceinte moderne et actuelle. Donc, j'ai décidé de la créer. Alors, c'est créer justement un savoir-faire de marque digitale. Donc, nous, dans notre métier, le premier basique, c'est le produit. Rien ne remplace le produit. Et on n'a pas trouvé de levier plus fort pour optimiser les résultats d'un site que le produit. Et le produit, c'est pas simplement le produit lui-même, ça va être aussi la mise en scène du produit. On analyse évidemment tout sur le produit, la home, mais aussi les pages catégories, le taux de transformation des produits. On analyse même aussi le taux de transformation par mannequin. Il y a des mannequins qui transforment moins bien que d'autres. C'est pas une question de beauté, hein, je vous rassure. Bien sûr. Mais et donc tout passe par cette sorte de test and learn. Nous, on a fabriqué un savoir-faire. Aujourd'hui, on est capable de créer un produit en 17 jours. Entre le moment où le produit sort de ma tête et le moment où il est en stock, c'est 17 jours. On a relocalisé la production en France pour être capable de faire ça et être capable justement d'apporter en permanence des nouveautés aux clientes pour leur donner envie de revenir. Sinon, elles ne reviennent pas. On a très peu de temps pour les capter. Oui. Et donc, si, comme tous nos concurrents, on leur présente une offre au mois de septembre et puis qu'il ne se passe rien, elles n'ont pas envie de revenir. D'accord. Donc ça veut dire, pardon, Anne-Laure, je te coupe, c'est que c'est l'offre. Toi, tu as une chance inouïe, c'est que tu peux te différencier de l'ensemble du marché et de l'offre pléthorique qu'il y a aujourd'hui sur 160 000 sites par ton offre. C'est-à-dire que ce que je vais trouver sur ton site, je le trouverai nulle part Non. ailleurs. Et on est dans cette quête d'amélioration permanente de l'offre. Par exemple, on a des remontées quotidiennes. À la différence d'une marque de prêt-à-porter traditionnelle, on a des remontées quotidiennes sur les taux de retour, par exemple. Pour chaque produit, on va analyser les taux de retour et comprendre est-ce que ce produit, finalement, taille trop grand, trop petit, etc. Et on a développé une techno qui nous permet aujourd'hui de corriger un patronage en 5 minutes et de lancer la production de telle sorte à ce que le produit soit plus conforme aux attentes des clientes, etc. Et on a réussi finalement à baisser de 5 points nos taux de retour grâce à cette analyse permanente et à ce test and learn. On peut, si vous voulez, nous lancer un produit, un imprimé sur lequel on a flashé, et puis décider de le lancer en très grande quantité si celui-ci a marché. D'accord. Donc différenciation par l'offre. Bazar Chic, pour moi, c'est la différenciation par le prix quand même. C'est ça qui me fait venir chez vous, non? Par le service. Comme je disais, le service par rapport aux frais de port, c'était vraiment un argument phare au lancement. Clairement, les marques, quand même. Quand on a des marques en exclusivité, ça marche bien. Il y a des marques que d'autres n'auront pas. Clairement, ce qui a fait la différence sur la marque, ça a été la fidélisation, parce que c'est ultra important. Faut bien comprendre que le paradigme est assez compliqué dans la vente privée. Dans la vente privée, on est sur achat qui est impulsif / opportuniste, parce qu'on a une promesse forte sur le prix qui est à peu près du moins 70%.
Donc, c'est un peu comme Envie de fraise, même si c'est très différent, ce que j'ai envie de dire, mais le parallèle, c'est une fois qu'il a acheté, qu'il a fait une super affaire sur un produit, c'est qu'il y a la promesse, comment le faire revenir une deuxième fois, parce qu'il va pas avoir 50 paires de chaussures achetées, 50 robes, etc. Donc, c'est de diversifier l'offre et d'avoir une promesse de bonne affaire. Nous, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Et après, le service, c'était de pouvoir être partout, donc c'est notamment le mobile, d'avoir une logique servicielle et d'information et de transparence auprès des clients sur tous les écrans. Donc, ça a vraiment fait partie de la transformation de la société. D'accord, donc il y a le prix à la base, Ouais. le service, et dans l'état d'esprit, c'est simplifiez-moi la vie, quoi. Ouais. C'est à ça C'était qu'on siloter aspire au tous. maximum des intermédiaires et simplifier, faire D'accord. l'achat en 2 clics. D'accord. Alors dans le cas d'Agathe, c'est un peu différent parce qu'Agathe, elle vend les produits des marques qui existent ailleurs. Et moi, je me dis toujours, quand je vois une marque qui est vendue sur un site, cette marque, elle a son propre site e-commerce. Je peux trouver cette marque sur Amazon, je peux la trouver ailleurs. Et je me dis toujours, comment tu fais pour faire en sorte que les gens viennent sur ton site à toi pour l'acheter? Je pense qu'il y a 2 choses très importantes. La première, c'est le choix. Et la seconde, c'est le fait d'être spécialiste et donc d'apporter un conseil spécifique. Sur le choix, donc effectivement, nous on a 90 marques. Certaines d'entre elles ont leur propre site. Sur leur propre site, elles vont attirer leurs clientes fidèles. Elles ne pourront pas demain attirer, ou enfin difficilement, avec des coûts d'acquisition très, très élevés, attirer sur des campagnes génériques et rechercher une cliente qui veut acheter un soutien-gorge noir. Parce que malheureusement, elles n'auront pas un choix qui sera suffisamment large pour convertir. Nous, le choix, c'est un choix autant du point de vue des tailles. On propose des soutiens-gorge du bonnet A au bonnet K, donc K? vraiment un choix très large. Ah oui, quand Quand même. C'est fou, ça. Vous saviez que ça existait, les bonnets K? Le haut existe. Hein, donc, Ah oui, d'accord. Je te laisse Bien. continuer l'alphabet. J'imagine la taille de la culotte qui va avec. Enfin, non, je ne sais pas. Mais on vend très bien ces tailles-là 75. typiquement parce Non, qu'en pardon. boutique, on les trouve pas en fait, tout simplement. Donc ce choix est très très important. La consommatrice peut pas trouver ce choix-là en boutique parce que les boutiques ne peuvent pas avoir ce choix parce qu'elles n'ont pas suffisamment de place pour le stockage, mais aussi parce qu'elles ne sont pas sûres de vendre un 115K. Moi, j'ai besoin d'en avoir un pour le vendre partout en France. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est d'être spécialiste. Effectivement, Amazon a certaines marques que je distribue. Comment se différencier vers Amazon? Mais en fait, avec des conseils, avec vraiment une dimension spécialiste. La cliente vient chez Lemon Curve parce qu'elle va trouver ce qui lui plaît ou ce dont elle a besoin, mais aussi parce qu'elle sait qu'on va la conseiller sur la taille. Tous les produits passent dans nos bureaux avant d'être mis en ligne pour qu'en fait il y ait un conseil taille qui soit vraiment, enfin pour qu'elle soit décrit, mais aussi pour qu'il y ait un vrai conseil taille. Donc on essaie les produits pour être sûr que ça taille petit, taille grand ou que ça taille normalement. Et je pense que ce sont vraiment des piliers très importants, cette dimension de conseil et de spécialiste. Il y a une chose qui fait également la différence, en tout cas nous concernant, c'est quand on voit des marques qui ont, comme tu le disais, déjà un e-store, un site e-commerce. Ils n'ont pas forcément le même trafic et la même base de données que nous on a. On a des millions de membres. Donc ce qu'ils viennent chercher, c'est 2 choses aussi. C'est qu'il y a une touche quand même bazar chic. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on reshoot tout. Donc c'est 7000 photos jour qui sont prises. Donc on crée un écrin, on refait tous les shootings avec nos mannequins, etc. Donc ça, c'est des coûts qu'on prend à notre charge. On rescénarise la marque et valide tout. L'audience qui est phénoménale, notamment aussi grâce au mobile. Donc qu'eux ne pourraient pas avoir en reach sur leur propre écosystème. Et puis donc les millions de membres grâce notamment à la newsletter qui part tous les jours et où ils ont une mise en avant rapide, efficace. Donc ils viennent aussi chercher la quantité D'accord. écoulée. Tiens, vous avez parlé de 2 sujets qui me paraissent très importants. Je ne sais pas qui veut parler de quoi. Il y a un, c'est sur l'offre, la largeur de l'offre. Il y a un débat, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'entends toujours dire, plus je mets de produits sur mon site et plus je vends. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu vois. Et l'autre, c'est les photos. Je suis étonnée de la pauvre qualité des photos sur beaucoup de sites e-commerce. On mégote sur ce poste de coût alors que ça m'a l'air essentiel. Est-ce que vous pouvez parler de l'un ou l'autre sujet? Vous pensez quoi sur l'offre et les photos? Alors sur la largeur d'offre, je pensais comme Agathe jusqu'à il n'y a pas si longtemps qu'il était nécessaire pour une catégorie donnée d'avoir un maximum de choix. Vraiment un maximum de choix. Parce que l'idée, c'est plus tu en mets, plus tu vends, non? Exactement. Et puis on pouvait analyser qu'il y avait une corrélation entre le nombre de produits sur une catégorie et son taux de transformation. Aujourd'hui, je pense que ça change. Les clientes sont beaucoup plus averties, sont expertes de la navigation et en ont marre de scroller, etc. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit notre offre. Donc on va revoir les produits qui ne marchent pas, etc. On va la réduire pour la rendre plus attractive. Et surtout,
on va donner l'envie aux clients de voir les produits de manière très différente. C'est-à-dire qu'on va shooter les photos. Comment vous faites pour le mais en shooting? street style. Le shooting, ça se C'est passe chez nous. Chez vous? C'est chez nous. Nous, on Tout a le monde, toujours vous faites tous internalisé. chez vous les photos, non? Agathe aussi? Non. Nous, c'est le nerf de la guerre. À la photo, même quand j'avais 30 000 euros dès le départ, je mettais du budget dans les photos. C'est absolument Le nerf essentiel. de la guerre, la photo. Et je vous le dis, hein, une photo bien shootée ou une photo pas shootée, il y a un taux de transformation qui peut varier de 1 à 10. C'est énorme, énorme. Donc c'est un investissement C'est un investissement pas une charge, énorme. c'est un Donc nous, investissement. ce qu'on fait aujourd'hui pour revenir sur le débat de la largeur d'offre, c'est plutôt on va donner envie à la cliente de voir le produit sous différentes formes, porté par des vraies clientes qui ne sont pas des mannequins, en street style, porté par des stars. Donc on va vraiment faire de la mise en scène pour donner de l'émotion. Sur le site et plutôt que d'être vraiment sur la quantité, on est plutôt sur une démarche de qualité aujourd'hui. D'accord, très bien. En fait, la difficulté de la quantité, avoir du choix, je pense toujours que c'est une très bonne chose. En revanche, la difficulté, c'est de savoir mettre en relief son catalogue, effectivement. C'est-à-dire que, comme tu disais, la cliente n'a pas envie de scroller. Alors nous, on a autre chose. La cliente arrive parce qu'elle cherche soit une marque, et là, en fait, on réussit à mettre en relief le catalogue via la marque, soit une typologie de produit. Après, quand elle vient faire son shopping, c'est compliqué. Enfin, quand elle vient vraiment shopper et faire du lèche-vitrine, là, c'est compliqué de mettre en relief le catalogue, et c'est un de nos enjeux aujourd'hui. Je suis assez d'accord. C'est pas parce qu'on va avoir 70 ventes sur le site qu'on va plus vendre. C'est un peu la logique du less is more. Et il vaut mieux cibler. Et on revient à l'analytics. Il faut analyser pour s'adosser vraiment à ce qui part bien, la demande du client. D'accord. Et vraiment avoir une logique bottom-up ou full circle, on appelle ça comme on veut. Mais que vraiment reprendre en effet par rapport au retour. Nous aussi, quand on a une vente et qu'on a 30% de retour, ça peut arriver. Ben, on n'aura pas ce taux de retour la fois d'après parce qu'on va apprendre de nos erreurs. Donc on est vraiment en test and learn. Bien. Bon, en tout cas, le message que je retiens là de cette partie, c'est travailler votre offre avant de penser à tous les aspects d'acquisition mécanique. C'est regarder la proposition de valeur. Est-ce qu'elle est vraiment percutante et distinctive? Et c'est pas si facile. Le dernier point, comme ça, il nous restera un petit peu de temps pour répondre aux questions. Je voulais parler des piliers économiques. On en revient quand même aux mathématiques, hein, toujours après la poésie. C'est ça qui compte. Comment est-ce qu'on va être rentable? Et moi, de ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de points de vigilance. C'est incroyable parce que c'est compliqué, ce satané e-commerce, hein, pour être rentable, et il faut regarder des indicateurs importants. Je me disais, on parle souvent d'acquisition, tu sais, on se dit toujours, tiens, on parle beaucoup de ce sujet-là, mais avant même de penser à l'acquisition, c'est quoi les sujets sur lesquels vous invitez notre audience à être vigilante? Est-ce qu'on va parler de sourcing? Est-ce qu'on va parler, qu'est-ce que vous diriez chacun, 1 ou 2 points importants pour nous aider à rester focus? Alors, je dirais que dans nos métiers, le nerf de la guerre, c'est quand même la marge brute. Et donc, si on prend le PNL, ce qu'il y a vraiment au-dessus, c'est la marge brute. Donc, ça veut dire essayer de faire le maximum pour acheter au mieux et améliorer votre marge brute en permanence. C'est possible. La deuxième chose, si on donc parle, attends, pardon, il faut savoir acheter. Donc il faut être un bon acheteur quand on fait de l'e-commerce et qu'on n'est pas soi-même fabricant. Tout à fait. Bon. Deuxième Est-ce que chose, vous êtes de bons acheteurs? c'est le marketing. Donc nous, on a toujours eu cette stratégie avant de commencer à investir en marketing, s'assurer qu'on a déjà un site avec un bon taux de transformation, un site accessible, ergonomique. Donc on passe vraiment beaucoup de temps en interne à analyser plein de petites choses sur le site, la homepage, le taux de rebond, l'analyse de l'abandon panier, on fait du bêta test, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est quoi la page, Anne-Laure, sur laquelle les gens abandonnent le plus sur Le panier. Envie-Fraise? La page panier. Le panier, ouais, Zut, tout à fait. c'est la plus importante. On travaille beaucoup dessus. Mauvaise nouvelle. On travaille beaucoup dessus, mais ça va être plein de petites choses. Évidemment, un site responsive, la taille des photos, plein de petites choses qui vont faire que avant de commencer à investir, assurez-vous déjà que vous avez un site hyper conforme aux attentes des clients. D'accord. Agathe? Moi, je crois qu'Anne-Laure a balayé de manière générale tous les sujets importants, mais en fait, la vraie difficulté, c'est qu'il faut être bon sur tout et qu'il ne faut rien lâcher sur effectivement le sourcing, le marketing, la logistique. Il y a un coût quand même très important associé à la logistique, mais il y a vraiment... Souvent, pardon, je te coupe, mais moi, quand je regarde le PNL de plusieurs sites e-commerce, je trouve que c'est le premier poste de coût, parfois avant même les salaires chargés, la logistique. C'est énorme. C'est fou. La Poste est avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, tu n'y es plus. En fait, la difficulté, je dirais que c'est qu'il faut
on n'est pas rentable juste parce qu'on fait un bon marketing ou certainement juste parce qu'on a un bon sourcing, mais on est rentable parce qu'on a un bon sourcing qu'on fait évoluer. Moi, je pense qu'en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est justement de ne pas faire suffisamment attention aux marges de certaines des marques que je vendais au début. Donc, j'ai désormais, évidemment, enfin, depuis quelques saisons, des PNL par marque et on exclut les marques sur lesquelles les PNL ne sont pas bons et sur lesquelles, en fait, elles ne sont pas prêtes à nous suivre. J'ai lancé une marque propre il y a 1 an et demi. C'est un gros sujet pour nous. On en lance 3 nouvelles sur la prochaine année. Génial. Parce qu'on a compris justement le sourcing était clé et je pense que j'ai mis un peu trop de temps à le comprendre. Et ensuite, il faut être bon sur tout. Donc le marketing, c'est le test and learn. La logistique, c'est tirer les coûts à tout niveau et se battre avec son logisticien pour pouvoir améliorer les process et se permettre du coup d'avoir peut-être de meilleurs tarifs. Les photos, c'est effectivement un sujet. Alors moi, les premières, je les fais plus en interne, mais les premières qui étaient faites dans le salon, la qualité est certainement pas la hauteur, mais il faut réussir à trouver, était pas à la hauteur, il faut réussir à trouver effectivement le bon rapport qualité-prix à ce niveau-là. Je trouve que c'est le métier d'e-commerçant est difficile pour ça, c'est qu'on doit être bon partout et on doit tirer sur les coûts, sur tous les coûts, quoi. C'est ça, frugalité. Ouais. Est-ce que ça veut dire que pour durer, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, il faut avoir une marge brute nette des coûts logistiques qui me permet d'investir en marketing? C'est ça la règle. C'est la base. Il m'en reste pas. C'est ça. Donc la marge contributive qui doit évidemment être positive. Donc le coût des produits, la logistique. Effectivement. Un autre sujet de rentabilité, économie, c'est le mobile. Ça coûte de faire du mobile, mais souvent on en parle entre nous. Est-ce que évidemment un site mobile, c'est même pas un sujet. 21 avril 2015, on se souvient de l'annonce de Google. Mais je me dis, vous avez une appli? Il faut en avoir une. On en est où sur ce sujet-là? Grande question et c'est en train de bouger. Vaste sujet. Le mobile chez Bazar Chic, c'est presque 60% de l'audience. Donc autant dire que c'est un sujet quotidien pour moi. Il y a eu le choix de faire une application mobile, donc il y a 6 ans. Mais je pense que c'est une question qu'il faut se poser quand on se lance en e-commerce / m-commerce, quand on est auto-entrepreneur, parce que derrière, il y a la maintenance. Il y a la maintenance, notamment avec Apple et Android, Google. Avoir des applications, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'écosystèmes à maintenir. Aujourd'hui, il y a une tendance sur le marché qui fait que l'application, on a des stratégies qui sont très app first pour plein de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on est dans la poche des gens. Donc en termes de repeat business, comme je disais tout à l'heure, pour le marketing, c'est top. En termes de panier moyen, c'est bien aussi. Néanmoins, être sur une logique peut-être de site uniquement, c'est dangereux. C'est de faire vraiment toute la question. Parce qu'aujourd'hui, on sait que si on n'a pas d'application, 85% du temps de surf sur un smartphone, c'est in-app. D'accord, donc toi tu recommandes une appli? Oui, mais attention, peut-être pas de le faire from day one, parce que ça veut dire qu'il faut avoir une partie web, développeur PHP, etc., et une partie développeur mobile, et on parlait tout à l'heure des ressources humaines. Un développeur iOS, etc., c'est un salaire au moins à 60-70K. D'accord. Donc c'est important. Agathe n'est pas d'accord. Chouette, il y a débat. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'en fait, un site mobile, évidemment, ou un site responsive, enfin voilà. C'est même plus une option aujourd'hui. C'est plus une option. En revanche, l'application, je pense que ça a un sens quand on a de la notoriété. Combien a-t-on d'applications dans notre mobile, d'applications commerce dans notre mobile? Moi, je crois que j'en ai finalement très peu. J'ai les applications des sites sur lesquels je vais de manière très récurrente. Donc, je pense que pour Bazar Chic, ça fait sens. Pour les Curve, parce que c'est une marque. Parce que c'est une marque, parce que c'est de la vente privée aussi, et parce que c'est, enfin surtout. Et pardon. Et c'est effectivement beaucoup plus fort pour la vente privée, mais même sur hors vente privée, je pense qu'il faut avoir déjà une certaine notoriété. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je lance une application, personne ne la téléchargera, quoi. On n'a pas assez de notoriété et nos clientes ne viennent pas malheureusement de manière assez récurrente pour en avoir l'utilité. Bon, mais ça tombe bien, parce que ça m'amène à nos 2 dernières questions que je voulais vous poser, et ensuite je vais me tourner vers le public en délire. Je voulais vous dire, est-ce qu'on peut espérer un site e-commerce avoir une croissance et une rentabilité sans avoir de marque forte, sans avoir construit une marque, et là ça coûte cher? Et est-ce qu'on peut espérer continuer à vivre et à prospérer sans avoir d'ancrage physique, de magasin physique, car on le sait, le magasin n'est pas mort? Je dirais qu'il y a un temps pour tout. Nous, c'est vrai qu'avant de construire la marque, on s'est focalisé sur l'offre, sur les produits. Moi, j'avais vraiment la conviction dès le départ que, encore une fois, dans un univers où il n'existait pas de marque forte, le plus important, c'était vraiment le produit. Et on a construit la marque, finalement,
grâce aux produits, et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Donc faut pas se dire moi j'ai plein d'exemples autour de moi de petites marques qui se sont lancées, qui ont mis le paquet sur la marque avec un site magnifique, du design incroyable, etc. Ça c'est trop tôt, ça. Il faut penser à ça après. On est d'accord? Mais aujourd'hui, surtout quand on démarre, il y a des choix à faire, il y a des choix économiques à faire. Donc nous, on a vraiment fait le choix de les produits, la mise en scène des produits et l'acquisition pour se faire connaître. Et la marque vient ensuite. Rapidement, il nous reste 3 minutes, 2 minutes. Rapide. Nous, on est allé en télé justement pour ça, pour cette préférence de marque. Donc, d'ailleurs, sur Bazar Chic, il n'y a plus le .com, si vous faites attention. Donc, on a Bazar Chic tout court. C'est peut-être bête, mais au féminin, fait pareil. Il n'y a plus de .com. Oui, ça va de soi, c'est évident. Voilà. Donc, nous, c'était la marque après aussi, après avoir tout fait les services, les applications, etc. Mais ultra important, quant à l'ancrage physique, j'en ai pas parlé parce qu'on parle vraiment de Bazar Chic, mais la base de Bazar Chic, ça a commencé il y a 19 ans via des boutiques physiques. C'est vrai. Puisque la cofondatrice de Bazar Chic, c'est elle qui a inventé le concept quand les ventes presse uniquement existaient. On a 5 boutiques encore aujourd'hui. Ça s'appelle NGR. Il y a des espaces en Île-de-France. D'accord. Donc vous marchez sur 2 jambes en fait, sur la partie et digitale. Donc j'en parle peu, mais c'est en fait parce qu'on n'est pas très connecté, on n'a pas le beacon, on n'a pas tout ça encore. Je vais y travailler bientôt. Mais en tout cas, on a un ancrage physique aujourd'hui. Et on en parlait avant, la partie boutique éphémère fait vraiment partie des choses en marketing que je voudrais tester moi. D'accord. Vraiment. Des boutiques physiques, les filles, pour vous, un jour peut-être? Alors nous, on a depuis septembre 2014, on a ouvert 30 points de vente avec un partenaire et on ouvre aujourd'hui 40 points de vente au UK, également avec un partenaire. C'est important, ça pose la marque, surtout dans des pays sur lesquels il y a beaucoup de concurrence comme le UK. Maintenant, aujourd'hui, vraiment la stratégie, c'est le B2B et le retail ne doivent pas ralentir notre agilité, ne doivent pas ralentir finalement notre modèle, la beauté de notre modèle digital. C'est une autre aventure, c'est ça, vraiment, le retail. Ouais, complètement. Agathe, c'est plutôt du branding, je dirais. D'accord. J'allais effectivement dire ça, c'est que pour moi, ça permet vraiment de travailler la notoriété. Pourquoi pas, mais il faut le faire entre guillemets simplement et se concentrer sur notre métier qui est le e-commerce. Bien, alors je vais prendre une question. Après, vous pourrez tomber sur nos invités Je vais essayer de pas tomber moi-même. Non, je vous donne le micro. Une question. Oh là là, il y en a beaucoup. On va pouvoir se retrouver tout à l'heure autour d'un café. Allez, je place aux filles. Bonjour à tous. J'ai une question pour Envie de Fraise. On m'entend ou... Oui, ça va. D'accord. On vient juste de parler de magasin physique. Ma question est de savoir comment vous vous organisez. Je vous avoue que j'ai toujours entendu parler de votre site internet, mais j'ai pas encore eu l'occasion de commander parce que l'occasion s'est pas encore présentée. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous faites pour donc gérer votre e-commerce avec les magasins qui existent en termes de logistique. Et donc du coup de solutions multicanales, PrestaShop, tout ça. Voilà. Caroline, tu veux venir à ma place et répondre? On a notre directrice des opérations qui est là, qui est dans la salle. C'est vraiment un sujet compliqué. Très compliqué. Alors déjà, nous, ce qui est formidable avec quand même le retail, c'est que on a appris à concevoir des collections à peu près comme tout le monde. Jusqu'à présent, on était vraiment focus sur des catégories de produits. Donc on disait, il faut qu'on ait 200 robes de maternité pour avoir un taux de transformation de temps. Donc en fait, on était catégorie leader, focus sur des catégories, et on avançait comme ça. Avec le retail, ça nous a du coup obligés à concevoir des collections beaucoup plus cohérentes. Sur un site, en fait, il y a plein de choses, plein de vêtements qui sur un site pendouillent et sont absolument pas sympas à regarder. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose en logistique, je vous avoue que c'est un enfer. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet clé. Et comme c'est quelque chose qui restera, moi, ma stratégie, c'est vraiment que le digital soit le driver de la croissance et pas l'inverse. Donc, ça restera toujours finalement quelque chose en plus. Donc, tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu, et il ne faut pas que ça ralentisse la croissance, il ne faut pas que ça ralentisse nos process. Et on est vraiment à fond dans ces sujets-là. Et je vous invite en fin de conférence à discuter avec Caroline. Caroline, qui revient de notre... Je vois Caroline qui lève le bras. On la revient de nos entrepôts d'Angers hier, et c'est un vrai sujet. Voilà. Merci. Alors, une petite question ici au premier rang. Bonjour, alors tout d'abord merci pour tous vos conseils. Vous avez quand même abordé l'envie d'être proche du besoin des clients.
Pensez-vous qu'il est nécessaire pour une boutique e-commerce d'être présent sur les réseaux sociaux, donc plus proche de son client? Ah, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Bon. Oui, c'est nécessaire, clairement. Bonne nouvelle. Oui, c'est nécessaire. Après, on en parlait juste avant de commencer, se pose la question de la ligne éditoriale, qui doit pas être pauvre, pour pouvoir faire de l'engagement. Se pose la question du ROI, parce qu'on est dans une logique surtout pure player, et sur Facebook, Instagram, Twitter, G+, enfin j'oublie personne. Est-ce que c'est scalable? Il faut avoir des approches souvent distinctes. Sur G+, ça n'a rien à voir avec Facebook. Donc, est-ce qu'on prend une agence? Est-ce qu'on prend une community manager en interne avec un salaire chargé? Merci François Hollande, etc. Avant de faire du business sur le social media. Ça se pose comme question. Nous, on est dans une logique plutôt, pour être transparent sur le social media, une approche pub. Par exemple pour Facebook, c'est le premier pourvoyeur en France pour les téléchargements d'applications. Ils ont grillé j'espère qu'ils sont pas là. Ils ont grillé la politesse à Google, en tout cas en France au niveau worldwide pour l'instant. Donc 70% de ce qu'on peut faire sur le téléchargement d'app, c'est via Facebook. Donc c'est devenu un budget pour moi publicitaire. C'est aussi un média organique, donc comme le SEO. On fait de l'engagement, on essaie de faire un relais d'information quand on a une actualité, une promotion, ou pour faire du business sur les teasings des ventes, etc. Bien, mais merci beaucoup pour retrouver les formidables Julien, Henri, Anne-Laure et Agathe, que je vous demande d'applaudir déjà. Merci pour eux. On les retrouve après pour leur poser toutes les questions. Merci d'être là. Bonne journée PrestaShop. À bientôt.